D'abord, je vais excuser Emmanuel Souchier qui devait communiquer avec moi. Il a de nombreuses obligations, donc il m'a délégué la prise de parole. Mais c'est un travail que nous avons préparé ensemble et qui représente aussi les travaux que nous effectuons au sein du GRIPIC, qui est notre laboratoire de recherche. Je vais essayer de vous faire une présentation qui revienne sur l'idée du geste qui est effectué dans la lecture et l'écriture qui sont rapprochés. Qu'est-ce qu'on fait effectivement ou qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors j'ai préparé une présentation dont le titre, je m'en excuse, est très long. C'est une de mes spécialités, j'ai du mal à faire des titres courts et donc à chaque fois ça déborde, mais c'est aussi un titre programmatique dans le sens où les 3 éléments que vous allez voir permettent d'anticiper les temps de la présentation. Alors voilà comment j'ai intitulé ce travail. Entre litanie de boutons et abécédaire de formes, les catalogues de formats éditoriaux à apprivoiser et à apprivisionner. J'aimais bien cette idée de app parce que justement, dans la lecture, dans l'écriture et la publication, les gestes d'actualisation de contenu et de médias sont très nombreux et ils nous obligent à nous saisir de ce qu'offrent les dispositifs. Pour travailler avec vous, j'ai choisi de m'arrêter sur un exemple qui est un site qui est celui de Tumblr. Tumblr est un site de microblogging, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il fait partie de cette nouvelle catégorie, nouvelle génération qui dérive de la forme blog, qui maintenant est un genre qui circule de manière assez banale. Les microblogs ont ce site très particulier qu'ils focalisent un certain nombre de gestes de manière très très précise. Ils impliquent, ils nécessitent de faire souvent des choix à partir de boutons qu'ils proposent. Donc on va regarder Tumblr. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure de la présentation, je vais essayer d'amener un certain nombre de concepts et les illustrer par un arrêt sur image sur une étape de la fabrication d'un Tumblr. Et nous verrons en sortie à quoi ressemble un Tumblr en ayant regardé très précisément les gestes qui nous auront été proposés. Alors, les microblogs, Tumblr, ce sont des outils de lecture et d'écriture qui présentent de multiples strates. Ces blogs, ces microblogs, les réseaux sociaux également, sont des plateformes de contenu. Et ces plateformes sont adossées à des bases de données. Et ces bases de données elles-mêmes sont interfacées, et c'est là où la lecture-écriture arrive, sont interfacées avec des écrans qui sont lourdement sémiotisés. Je me suis permis ce terme. Et cette sémiotique très lourde, avec des cadres, des boutons, des liens, ont pour objectif d'accompagner, d'encadrer certains usages attendus, prescrits, formatés. Et bien sûr, le collaboratif qui vous préoccupe est l'un de ces usages prescrits, un des usages possibles, mais pas l'unique usage. D'où une profusion de profils, de boutons, de cadres, qui s'offrent comme une myriade de signes à déchiffrer et à maîtriser. Il faut savoir d'abord lire le bouton pour pouvoir éventuellement entrer dans la publication et dans le jeu du dispositif. Alors, on va regarder ça de manière très précise. Chez Tumblr, qu'est-ce qui se passe? Ça commence dès le moment où on va commencer à établir son identité, son profil. Chaque outil va développer un discours d'accompagnement, un discours d'escorte qui va consister à indiquer quel est le bouton principal, quelle est l'action principale qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir effectivement commencer à lire, écrire, produire l'information. Ici, nous sommes face d'abord à un discours qui consiste à nous dire que Tumblr, c'est la façon la plus facile de produire l'information, et tous vont avoir ce leitmotiv de nous dire qu'ils sont faciles, qu'ils sont évidents à utiliser. Et en même temps, très rapidement, on voit bien que le signe principal, c'est celui qui se trouve en dessous, c'est ce bouton qui s'appelle « Sign up and start posting », c'est-à-dire « signer et commencer à poster ». Et ce bouton ressemble à s'y méprendre à un bouton du système d'exploitation Apple. La marque et la plateforme se substituent à l'ordinateur et doivent permettre une gestion active. Cliquer, c'est actualiser cette potentialité d'une gestion active. Et cette idée, elle est renforcée par le fait que les boutons et les cadres sont démultipliés, à la fois dans la fabrique des contenus, en amont,
par l'intercession des outils de CMS, qui sont ces outils de management de contenu, qui offrent ces cadres, ces boutons, et en aval, car ces boutons seront aussi présents autour des informations qui sont données publiquement. Médias et contenus dans les sites, tels qu'exposés au regard des publics d'internautes. Il y a une logique qui consiste à démultiplier les boutons en aval pour signifier que ces boutons sont utiles et qu'ils vont servir la lecture-écriture. Donc on les trouve en amont et en aval. Et donc, deuxième idée, c'est que ces CMS, ils sont omniprésents dans tous les outils utilisés sur l'Internet, on les retrouve, mais leur présence est discrète. Leur médiation est effective, mais elle se camoufle. Ils sont présents, ces CMS, autour de différents genres énonciatifs, les blogs, les microblogs, comme Tumblr, ce que je suis en train de vous présenter, les réseaux sociaux également, Facebook et Twitter. Ils sont présents aussi autour de différents types de contenus et de médias, le texte, l'image, la vidéo. Et tous prétendent simplifier la gestion des étapes du lire, écrire, publier. Alors, chez Tumblr, même exercice, on regarde qu'est-ce qui se passe. Sur Tumblr, la gestion va se passer à partir d'un outil qui s'appelle le profil. Et la gestion est dite simplifiée en quelques boutons qu'on trouve en dessous du profil, qui permettent à la fois de chercher d'autres contenus, c'est le bouton random, à l'intérieur de la marque. Alors ça, c'est aussi quelque chose que les dispositifs cherchent à nous faire faire dans cette pratique du lire-écrire, c'est-à-dire que tout doit se passer à l'intérieur d'une seule et même marque énonciative afin de conserver l'utilisateur dans le périmètre de cette marque. Pas question de sortir du cadre de cette marque pour aller soit vers le dispositif de l'écran et de l'ordinateur ou d'autres marques. Il faut absolument concentrer la pratique et l'usage à l'intérieur de la marque. Alors, ici, on peut nourrir son Tumblr à partir de contenus venus d'ailleurs. On peut le remplir. Le CMS à la fois centralise et standardise, non seulement des formats, mais aussi des gestes qui permettent de le nourrir. L'usager est embarqué dans la marque. Ici, ça se passe dans les quelques boutons qui sont très peu nombreux, mais qui se concentrent toute la production qui va se passer à l'intérieur du dispositif. Les CMS, que sont-ils si on essaye de conceptualiser ce qui se passe dans cette pratique? Eh bien, le CMS pourrait être ce qu'Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret ont appelé l'architexte. Un architecte, c'est un dispositif qui va standardiser et qui va rendre certaines actions possibles et en écarter d'autres. Et on vient de le voir avec Tumblr. Certaines actions sont normées, proposées, et d'autres sont écartées par la simple non-présence d'autres boutons qui pourraient venir d'ailleurs. Mais cependant, l'architecte en permanence se fait discret. Du coup, quel est le rôle de l'usager? L'usager est un scripteur, un pouce-bouton. Un pouce-bouton à la fois quand il les active pour faire advenir des contenus et à la fois quand il les sélectionne pour accepter certaines marques ou actions possibles sur le site visible. En permanence, le geste est le geste de la sélection et de l'actualisation de médias potentiels et qu'il faut faire advenir. Et donc le CMS joue un rôle très particulier parce qu'il va limiter le nombre des énonciations possibles. Du coup, conséquence, l'usager est enjoint à tenir certains types de discours sous des grammaires de forme imposées et selon des formats privilégiés. Donc, dans l'acquisition de certaines compétences qu'on peut imaginer en classe, c'est peut-être la reconnaissance de ces grammaires de forme, de ces litanies de boutons qu'il faut arriver peut-être à lister, à effectuer pour pouvoir les comprendre. Alors, regardons ce qui se passe. Du coup, les CMS mettent en œuvre ce que j'ai appelé la stratégie du coucou inversé. C'est-à-dire que le coucou, en principe, vous le connaissez, c'est cet oiseau qui va s'installer dans un lieu déjà formé et qui va simplement y vivre. Le CMS essaie d'attirer effectivement l'usager, mais en même temps, il lui dit que le nid reste à aménager. C'est ce qui se passe avec cette interface. Regardez là, le centre de la page
est vide. Cependant, ce vide est quand même quelque peu préparé par ce qui se passe autour. Dans l'entour des boutons, l'enfer des boutons de la communication ordinaire de de Tumblr, on voit bien que l'aménagement du dispositif qui va se passer à l'intérieur de la page est quelque peu ici préparé, à la fois par des types de médias, alors du texte, de la photo, de la citation. On voit bien qu'il y a des normes et des genres textuels qui sont engrammés dans le dispositif, et puis des types d'interactions qui sont reconnus, qui sont vulgarisés, qui circulent à l'intérieur des réseaux. Par exemple, ici le chat, et puis encore le son, la vidéo. Et le catalogue des énonciations est ici contenu en puissance, et c'est le geste de la sélection d'utilisateurs qui va l'actualiser. Mais l'architecte a déjà tout prévu. Et le coucou a très peu de marge de manœuvre. Alors, conclusion. Les gestes sont rapprochés de la lecture et de l'écriture pour aller vers la publication. Mais comment cela se passe-t-il ? Ça se passe à travers l'actualisation, on vient de le voir, d'une idéographie dynamique. Et oui, tout se passe dans des petites formes condensées qui, une fois déployées, permettent effectivement d'aller vers la lecture et l'écriture telle qu'on l'entend habituellement. Et on voit bien que se met en place une guerre des boutons et des cadres. La guerre des boutons, elle est absolument faramineuse à la surface de l'ensemble des écrans des réseaux Internet. Par exemple, quand on regarde un site de presse et qu'on va sous l'unité article, finalement, l'article en lui-même compte assez peu et en permanence, le dispositif va nous enjoindre à faire quelque chose de ce texte. Alors, la lecture, du coup, est une lecture des catégories de gestes possibles. Il faut choisir, il faut orchestrer, il faut juxtaposer, déplacer, ajouter des formats, des contenus. Bref, la liste est longue. Et finalement, l'écriture est une écriture du montage, de l'ajout, du faux raccord. On colle ensemble des éléments qui n'ont pas forcément de pertinence entre eux, mais qui, une fois ajustés, animés à l'intérieur de l'architecte, vont devenir un texte qui va être donné à lire. Donc, ce qu'on peut dire aussi, ce sera le dernier élément que je voudrais présenter, c'est que le CMS a une prétention à l'omniprésence. Et il présuppose aussi que nous soyons, en tant qu'usagers, poussés à construire une ubiquité énonciative. Oui, certains dispositifs nous amènent jusqu'à être présents partout à partir d'un seul acte de lecture-écriture. Par exemple, ici, j'ai pris un autre cas d'un autre outil qui s'appelle Posterus. Et Posterus me semble assez symptomatique de cette logique de l'ubiquité énonciative. À partir de la publication dans un cadre et dans l'activation de plusieurs boutons, nous allons pouvoir être présents en tant qu'usagers dans plusieurs types de dispositifs. Donc là, l'écriture est démultipliée à partir d'une petite forme condensée qui va déployer un univers de possibles. Ici, à partir d'un post sur Posterus, je peux aller à la fois publié dans un autre cadre énonciatif, qui est celui de Facebook, outil de réseau social, de Twitter, de Flickr, de Friendfeed, de Picasa, de YouTube. Et encore là, la liste est assez courte, mais on voit bien que cette actualisation, cette idéologie, cette idéographie active est une idéologie, certes, mais elle est omniprésente. Alors, j'ai fonctionné à l'envers. Je ne vous ai pas présenté un site finalisé. J'ai essayé de montrer les gestes sous-jacents au dispositif pour vous montrer comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne à la fin. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel est donc ce texte tissé qui s'offre à nous? Alors, j'ai pris un exemple que j'aime particulièrement, qui est celui-ci, parce qu'il s'appelle Traces numériques. Et je trouve que le titre du Tumblr révèle bien aussi ce qui se passe à l'intérieur du dispositif de Tumblr. Ici, on a un Tumblr qui est celui d'un consultant qui se présente comme spécialiste des technologies et qui, à travers son Tumblr, en permanence, va essayer de récolter des images qu'il trouve de street art. Et donc, il fait un choix. Il fait un choix à l'intérieur de Tumblr d'aller vers un média, la photographie, et ce dispositif Tumblr
devient une sorte de métaphore, l'album de la collecte, de l'errance de ce consultant qui va, au fur et à mesure, dans Paris, découvrir des éléments qui l'intéressent. Et donc le Tumblr est un album. Et le texte de Tumblr revient à la métaphore de l'album. Mais l'architecte a proposé, et l'usager a fait l'acquisition des gestes d'actualisation pour aller vers un type de texte. L'architecte a marqué de son empreinte les traces numériques qui sont ensuite laissées par cet utilisateur.